En 2022, contraint d'étendre sa coalition pour redevenir Premier ministre, Benyamin Netanyahou s'allie avec l'extrême droite israélienne. L'arrivée au pouvoir de sa frange radicale constitue un point de bascule dans un espace géographique déjà fragilisé. Réformes liberticides, distribution d'armes et racisme anti-palestinien, qui sont Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, tête de proue de cette mouvance nationaliste ultra-violente. Itinéraire croisé de ces hommes au passé sulfureux. Vous écoutez Israël, les ministres du chaos, première partie. Décembre 2022. La photo officielle du gouvernement sacre le retour de Benyamin Netanyahou au pouvoir après 1 an et demi dans l'opposition. Il s'appuie sur la coalition la plus à droite de l'histoire du pays, composée de son propre parti, le Likoud, et de plusieurs partis religieux et d'extrême droite. 2 visages incarnent ce virage radical. Bezalel Smotrich, ministre des Finances, patron du parti sioniste religieux, et Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, qui dirige le parti suprémaciste juif, Force juive. Dans la foulée, la coalition annonce une réforme judiciaire qui va mettre le feu aux poudres. Le ministre de la Justice a tenu un discours stupéfiant qui a sonné comme un avertissement. Tzipi Livni, ancienne ministre de la Justice. Il a dit « Nous allons changer le statut des conseillers juridiques du gouvernement. Nous allons prendre le contrôle sur la Cour suprême. Nous allons prendre le contrôle sur le procureur général. » Et il a terminé ce terrible discours par ces mots « Ce n'est que le début. » Pendant des mois, des millions d'Israéliens progressistes descendent dans les rues pour s'élever contre ce qu'ils qualifient de coup d'État. La Cour suprême est le principal contre-pouvoir au gouvernement et au Parlement. L'opposition accuse Benyamin Netanyahou d'avoir concédé à l'aile la plus radicale de sa coalition cette réforme qu'il a longtemps rejetée. Lui-même poursuivi pour corruption et abus de confiance depuis plusieurs années, il est soupçonné de tenter d'échapper de cette façon aux poursuites judiciaires qui le concernent. La figure de proue du mouvement de contestation s'appelle Chikma Bressler. Cette docteure en physique nucléaire, novice en politique, établit un lien direct entre la réforme judiciaire et la présence de l'extrême droite dans la coalition. Chacun de nous a le pouvoir de freiner la dictature. Si nous sommes des centaines de milliers, nous garantirons qu'Israël restera une démocratie. Il faut comprendre que cette réforme judiciaire s'appuie sur le mouvement raciste et fasciste de Ben-Gvir et Smotrich. Des gens qui se considèrent comme supérieurs parce qu'ils sont juifs, supérieurs aux autres juifs moins pratiquants et supérieurs aux non-juifs. C'est lié directement à leur volonté d'occuper l'ensemble de la terre d'Israël biblique et d'imposer une politique qui n'est pas démocratique à la population arabe et palestinienne. Cette crise révèle une fracture profonde de la société israélienne. À l'opposé, le camp de la droite radicale mobilise aussi ses troupes dans la rue, mais pour défendre la réforme à tout prix. Les drapeaux sont les mêmes, mais le message politique est très différent. Bonsoir, peuple d'Israël. À la tribune, le nouveau ministre des Finances, Bezalel Smotrich, harangue la foule. Aux dernières élections, le camp national l'a emporté. Nous poursuivrons ces réformes car c'est l'essence de la démocratie. Le peuple mérite une réforme judiciaire. Les partisans de Bezalel Smotrich sont essentiellement des colons religieux. Ils reprochent à la Cour suprême d'être un obstacle majeur à leur projet d'annexion des territoires occupés. La Cour suprême s'est arrogé le pouvoir pour elle-même, pour trancher des questions difficiles. Il est temps pour eux de comprendre qui dirige le monde et qui est la loi. Le peuple d'Israël est le peuple de la Torah.
C'est une nation qui respecte la Torah. C'est un peuple qui honore le maître de l'univers. Bezalel Smotrich ressemble à son électorat messianique. Comme eux, il pense que la loi des hommes doit se soumettre à la loi religieuse. Comme eux, il défend l'entreprise de colonisation. La journaliste Ruth Margalit a enquêté pendant de longs mois sur le parcours de ce fils d'un rabbin orthodoxe qui a grandi dans les territoires occupés. Smotrich a grandi dans ces écoles talmudiques liées au mouvement des colons. Il était un étudiant brillant. Il est devenu un leader là-bas. Dans le passé, il a pris des positions radicales. Il revendiquait par exemple le refus de sa femme de partager une chambre avec une femme arabe à la maternité. Des points de vue très radicaux. Il a un plan qu'il appelle le plan décisif, comment vaincre les Palestiniens. Bezalel Smotrich souhaite étendre la souveraineté israélienne à l'ensemble de la Cisjordanie occupée et priver les populations palestiniennes de droit de vote ou bien les enjoindre à partir. On l'a vu alors commencer à évoquer des réformes judiciaires qu'il jugeait indispensables en Israël. Bien avant que le gouvernement Netanyahou ne propose un projet de loi en ce sens. Il est l'un des initiateurs de ces idées. Bezalel Smotrich est l'héritier d'un mouvement nationaliste et religieux qui émerge en 1967, à l'issue de la guerre des 6 jours. La victoire éclair contre les armées de 5 pays arabes permet à Israël de tripler sa superficie. L'armée israélienne ravit la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza à l'Égypte, la Cisjordanie à la Jordanie et le plateau du Golan à la Syrie. Que faire de ces territoires, monnaie d'échange contre la paix ou conquête définitive, alors que les dirigeants travaillistes débattent encore de la suite à donner, un groupe de croyants envisage un autre projet. Pour eux, la victoire tient du miracle annonciateur. Avant 1967, il y avait déjà une division entre les maximalistes territoriaux et les plus modérés. Mais ce n'était pas un enjeu, parce qu'Israël ne contrôlait alors ni la Cisjordanie, ni la bande de Gaza. Ami Pedatsour, historien spécialiste de la droite radicale israélienne. Après la guerre des 6 jours, c'est devenu un problème. Le mouvement fondateur a été initié par les adeptes du rabbin Tzvi Yehuda Kook, qui ont vu dans les événements une prophétie, une chance de mettre en action leur idéologie en s'installant en terre promise. En mai 1967, 2 semaines avant la guerre des 6 jours, le rabbin Tzvi Yehuda Kook prononce un discours qui, pour ses disciples, apparaîtra comme prémonitoire. J'y étais. Il a dit « L'ONU a divisé en 2 notre pays. Où est notre Hébron? Où est notre Naplouse? Sans ces villes, nous ne sommes pas vraiment établis sur la vraie terre d'Israël. » Benny Katsover, pionnier du mouvement Gush Emunim. Et 2 semaines après qu'il a dit toutes ces choses, nous avons pu revenir à Hébron et à Naplouse. Nous étions tous exaltés. Ces paroles étaient littéralement prophétiques. Benny Katsover fut l'un des pionniers de ce mouvement religieux qui prendra le nom de Gush Emunim, le bloc de la foi. Il est aussi l'un des fondateurs d'Elon Moreh, une des premières colonies idéologiques, établie à 8 km de l'une des plus grandes villes de Cisjordanie, Naplouse. Le gouvernement ne voulait pas laisser un seul juif s'implanter. Nous sommes venus nous établir sans permission. Nous sommes revenus à la charge 8 fois en 2 ans, en 74 et 75. 7 fois, nous avons été évacués par la force. Après ça, le Premier ministre Yitzhak Rabin, lassé, s'est tourné vers son ministre Shimon Peres pour qu'il trouve un compromis. Il a autorisé notre implantation ici, à Elon Moreh. Ce fut la première brèche en Samarie, qui a ouvert la voie aux demi-million de Juifs qui habitent aujourd'hui dans 300 colonies. Au fil des années, la Cisjordanie est grignotée. Aux 300 colonies s'ajoutent les zones confisquées par l'armée, les expropriations de terres agricoles, les routes et infrastructures, qui fragmentent et morcellent toujours davantage le territoire. Smotrich est très fidèle à cette idéologie. Il sait parfaitement comment parler aux différents publics qu'il essaye de servir. Bezalel Smotrich a une vision maximaliste de la terre promise. Elle inclut les territoires palestiniens,
mais aussi des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite. Une vision certes radicale, mais admise dans le débat public en Israël. Itamar Ben-Gvir, au contraire, est issu d'un courant idéologique longtemps proscrit, loin du champ politique légitime. Le ministre de la Sécurité nationale a d'ailleurs été la cible préférée des milliers d'Israéliens progressistes qui manifestaient en 2023 contre la réforme judiciaire. Il est raciste. Il est le symbole de comment ce gouvernement est devenu extrême. C'est un extrémiste. Il est très radical. Il se dissimule désormais derrière un sourire, mais on sait d'où il vient. Si les Israéliens savent très bien d'où Itamar Ben-Gvir vient, c'est parce qu'il est une figure de l'extrême droite depuis 30 ans. En 1993, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le dirigeant palestinien Yasser Arafat signent les accords d'Oslo. Pendant des mois, dans les rues, un climat de haine règne à l'égard du premier ministre israélien. Rabin subit des menaces au quotidien de la droite radicale qui s'oppose à cet accord historique, prélude à un processus de création d'un État palestinien. C'est dans ce contexte qu'Itamar Ben-Gvir s'illustre pour la première fois en 1995. Il a alors 19 ans. Un de ses complices s'est attaqué à la voiture officielle du Premier ministre en arrachant l'insigne Cadillac sur le capot. Il fanfaronne devant un journaliste. Quelques semaines plus tard, Yitzhak Rabin est assassiné, le 4 novembre 1995, par un militant de la droite radicale en pleine célébration publique. Itamar Ben-Gvir, le dirigeant de forces juives, vient des cercles kahanistes très extrémistes. Et le mouvement de Kahan n'a en fait qu'un seul vrai agenda, qui est le racisme contre les Arabes. Il croit dans le transfert des Arabes hors d'Israël, une expulsion de masse. C'est ce qui domine la pensée kahaniste. Si vous m'aviez demandé il y a encore 2 ou 3 ans qui était Ben-Gvir, je vous aurais dit c'est l'un de ces fanatiques les plus violents qui veulent expulser les Palestiniens et les tuer. Ehud Olmert, ancien Premier ministre. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un criminel qui a été condamné pour terrorisme deviendrait le ministre en charge de combattre le terrorisme. Si Itamar Ben-Gvir a été condamné, c'est notamment pour avoir milité au sein d'un parti radical interdit par les autorités israéliennes, le CAR. Chaque année, ces anciens militants se réunissent pour honorer la mémoire et défendre l'héritage controversé du fondateur du mouvement, Meir Kahane, un rabbin d'origine américaine. Ancien porte-parole du mouvement, Itamar Ben-Gvir y a longtemps tenu tribune. Meir Kahane a fondé à la fin des années 60 à New York la Ligue de défense juive, une organisation qui prône l'usage de la violence pour lutter contre l'antisémitisme. Après avoir été arrêté par le FBI pour détention illégale d'armes, de munitions et d'explosifs, Meir Kahane s'exile en Israël en 1971. Il y fonde son parti politique, le CAR. En 1984, il est élu à la Knesset, le Parlement, où il porte sa principale revendication, l'expulsion de tous les citoyens arabes d'Israël. À chaque fois que Kahane montait pour parler à la tribune de la Knesset, le Premier ministre Yitzhak Shamir, figure de la droite, se levait et quittait la salle. Ehud Barak, ancien Premier ministre. Et certains membres de son parti le suivaient. Il ne voulait pas être témoin de ce phénomène, un raciste s'exprimant au cœur du Parlement. Il trouve des partisans dans les zones périphériques, parmi les nouveaux immigrants, ou dans les banlieues et les villes en développement, où il est devenu de plus en plus puissant avec le temps. Ses idées rappellent les idées de la droite populiste radicale en Europe, comme l'exclusion des minorités, ou la déportation des immigrants qui ne sont pas juifs. Je m'appelle Noam Federman, j'étais le porte-parole du parti CAR et de Meir Kahane. La démocratie telle qu'elle est pose problème. Que disait le rabbin Kahane? Il disait qu'ici nous avons un problème avec les Arabes. S'ils deviennent majoritaires, ils nous tueront. Nous devons nous défendre et la solution, c'est l'expulsion.
Les Arabes ont 22 pays. Il faut qu'ils partent dans leur pays. En 1988, la Cour suprême israélienne fait interdire le parti Car pour incitation au racisme. 2 ans plus tard, Meir Kahane est tué à New York par un Égyptien naturalisé américain. Après son assassinat, j'ai continué à être le porte-parole du mouvement jusqu'à ce qu'il soit classé organisation terroriste. Vous voyez, je suis un terroriste. Ben Gvir n'a jamais rencontré Meir Kahane. C'est son plus grand regret. Il était trop jeune. Mais il a rejoint le mouvement juste après. Et il est devenu très proche de ceux qui étaient alors considérés comme les hommes de main de Kahane. Itamar Ben Gvir était un jeune garçon quand je l'ai rencontré pour la première fois. Je l'ai persuadé de rejoindre le mouvement Car. Et il est devenu porte-parole parce que nous, les patrons, on était tous en prison. Et puis, il a été en charge des jeunes du mouvement. Petit à petit, il a pris de plus en plus de poids. Ensemble, ils faisaient beaucoup de bruit, beaucoup de manifestations. Il réunissait les adolescents une fois par semaine, parfois plus, pour toutes sortes d'activités. Il leur disait de faire des graffitis et du vandalisme. Le mouvement kahaniste a toujours été une structure d'accueil pour les jeunes désœuvrés, les exclus du système scolaire, en rupture avec la société. Il voyait en lui une figure d'autorité. Je dois dire qu'il nie aujourd'hui avoir mené ce genre d'activité, mais il a été inculpé pour avoir fait ce genre de choses. Itamar Ben Gvir a encadré pendant une quinzaine d'années les jeunes kahanistes. L'un d'entre eux est sorti du silence. Je m'appelle Gilad Sadeh. J'ai été élevé dans l'idéologie kahaniste à Kiryat Arba. J'étais très proche de Ben Gvir. Je le considérais comme mon grand frère. Fils adoptif d'un des bras droits de Meir Kahane, Gilad Sadeh a longtemps adhéré à ses idées radicales. Il a rompu avec cette idéologie et a trouvé refuge en Europe. Mais l'arrivée d'Itamar Ben Gvir au gouvernement l'a convaincu de prendre la parole pour alerter du danger qu'il représente selon lui. Quand j'étais gamin à l'école primaire, je distribuais clandestinement pour lui des prospectus d'incitation à la haine contre les Arabes, parce que la police n'allait pas contrôler un enfant. Ben Gvir a un caractère très intéressant. D'un côté, il est très gentil, très charmant, mais si vous avez des ennuis avec lui, il devient un tyran. Leur méthode pour promouvoir leur idéologie, c'est de faire le buzz. Et pour cela, ils ont besoin de pousser la provocation. Parfois, ils nous disaient « Quelque chose s'est passé aujourd'hui. On a besoin d'action sur le terrain. » Par exemple, adolescent à 13, 14, 15 ans, j'allais la nuit vandaliser des voitures palestiniennes. On crevait les pneus, on cassait les vitres, puis quelqu'un d'autre, par exemple Ben Gvir, communiquait dessus dans les médias. C'était pendant la seconde intifada. J'aurais facilement pu me faire tirer dessus et me faire tuer. J'étais un enfant. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. C'était complètement fou. Un drame incarne cette fascination des kahanistes pour la violence. En février 1994, l'un des leurs, Baruch Goldstein, un médecin qui s'opposait à la signature des accords d'Oslo, se rend dans la mosquée du tombeau des patriarches à Hébron. Il tue froidement 29 Palestiniens en prière avant de se faire tuer. Pour la justice israélienne, Baruch Goldstein est un terroriste. Pour les kahanistes, qui honorent sa tombe chaque année, c'est un héros. Baruch Goldstein est devenu pour Ben Gvir une sorte de mentor, un héros. Il a accroché un portrait de Goldstein dans sa maison. Il se déguisait comme lui pour la fête de Purim. Il portait sa tenue. Il scandait son nom dès qu'il le pouvait. Il a créé un camp d'été pour enfants appelé Baruch Hagever. Baruch, un homme, un vrai. Itamar Ben Gvir a longtemps assumé sa fascination pour Baruch Goldstein. Le portrait du terroriste trônait encore dans son salon en 2019, alors qu'il était filmé pour un documentaire d'investigation israélien. Ce n'est qu'en 2021 qu'il concède de le faire disparaître
alors qu'il entame une stratégie de dédiabolisation pour entrer au Parlement. Il a beau avoir enlevé le portrait du mur de son salon et dit des choses comme « je ne suis plus sur cette ligne », il est très clair qu'il est toujours attaché à ses valeurs. Si l'événement fondateur de l'engagement militant d'Itamar Ben-Gvir est la signature des accords d'Oslo, un autre événement, une décennie plus tard, marque l'entrée en action de Bezalel Smotrich. En 2005, le Premier ministre Ariel Sharon, un faucon du Likoud, le parti de droite de gouvernement, décide unilatéralement le retrait de la bande de Gaza, occupée par Israël depuis 1967. 8000 Israéliens habitent alors dans 21 colonies à Gaza. L'armée est réquisitionnée pour les déloger. Une décision qui va heurter les nationalistes religieux, qui se sentent trahis par l'État d'Israël. Bezalel Smotrich, âgé alors de 24 ans, est interpellé avec 4 complices quelques jours avant les événements. Les services de renseignement intérieur, le Shin Bet, les soupçonnent de préparer une action violente. Je m'appelle Dvir Kariv. J'ai servi 23 ans au sein du Shin Bet. Ma mission était essentiellement de lutter contre les actions violentes des jeunes des colonies. En 2005, j'ai été l'un de ceux qui ont arrêté Bezalel Smotrich. Nous avons trouvé des jerrycans d'essence et d'huile brûlée. Beaucoup d'huile, beaucoup d'essence. Et aussi ce qu'on appelle des ninjas, des showstraps. Ce sont des clous en fer à double pointe qui, une fois jetés sur la route, crèvent les pneus des voitures. Nous l'avons confié aux enquêteurs, ils l'ont interrogé pendant 3 semaines. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà ce qu'il a dit. Il est resté comme ça. Silence total. Les 5 suspects sont restés muets pendant 3 semaines, puis ils sont rentrés chez eux. Pour qu'ils soient mis en accusation, il aurait fallu s'appuyer sur nos sources de renseignement. Mais en faisant ça, on grillait nos sources. Et pour nous, c'était inenvisageable. Cette arrestation, Bezalel Smotrich a toujours refusé d'en parler. Mais alors qu'il participe à une émission de télévision, en pleine contestation de la réforme judiciaire à l'été 2023, un journaliste lui pose la question. Il nie avoir été arrêté en 2005. Moi, je connais la vérité. Je sais qu'on empêchait quelque chose de très gros. J'aurais préféré que nous réussissions à démontrer avec des preuves matérielles ce que Bezalel Smotrich s'apprêtait à commettre. Aujourd'hui, il ne serait sans doute ni député, ni ministre. Itamar Ben-Gvir, lui aussi, a lutté à sa façon contre le désengagement de Gaza. Il investit un hôtel abandonné avec une bande d'adolescents. Ils ont investi un endroit appelé le Palm Tree Hotel. Ils avaient emmené avec eux plusieurs adolescents. Dans les chambres, il y avait des bonbonnes de gaz. Ils préparaient la bataille pour ce lieu. Des gamins de 14, 15 et 16 ans qui auraient pu se faire tirer dessus par un sniper parce qu'ils effrayaient la police qui craignait qu'ils ne se fassent exploser. Finalement, ça ne s'est pas produit, parce que Ben-Gvir lui-même n'était plus là quand la police est arrivée. D'après nos renseignements, Smotrich était bien plus dangereux que Ben-Gvir. C'est-à-dire que les plans de Smotrich étaient bien plus dangereux et bien plus problématiques que les plans de Ben-Gvir. Le retrait de Gaza a profondément marqué cette génération de la droite radicale israélienne, pour qui toute concession territoriale est vécue comme une trahison. Un événement fondateur que Bezalel Smotrich évoque régulièrement dans ses meetings. Quand j'étais adolescent, j'ai participé aux manifestations contre les accords d'Oslo. Et aussi, quelques années plus tard, contre la terrible expulsion de Gaza et du nord de la Samarie, mise en place par le gouvernement qui a déraciné des vies entières. Nous sommes nombreux à avoir éprouvé une peine profonde avec ce sentiment que le gouvernement nous a totalement ignorés. Le désengagement marque aussi le début de la droitisation du Likoud, le parti historique de la droite de gouvernement, dont Benyamin Netanyahou va reprendre les rênes pour le mener au pouvoir en 2009.
Ce qui s'est passé, c'est que les plus responsables, les plus honnêtes, les plus modérés, les plus attachés aux droits de l'homme et aux droits civiques ont tous quitté le Likoud. Et le Likoud est resté avec tous les fascistes réactionnaires. Dans la foulée du désengagement de Gaza, la droite radicale va fonder de nombreuses organisations non gouvernementales qui défendent les intérêts des colons. Bezalel Smotrich, lui, s'attaque à la propriété foncière. Il fonde Regavim, une organisation pro-colon qui poursuit en justice des familles palestiniennes occupant des logements sans documents israéliens valides dans le but de les exproprier. Les méthodes employées sont parfois singulières. Michael Sfard a été victime de ces pratiques. Avocat de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, il subit entre 2011 et 2013 une fuite de documents confidentiels qui se retrouvent publiés dans la presse de la droite radicale. Pendant 3 ans, des détectives privés ont mené des enquêtes sur mon cabinet pour trouver des informations compromettantes ou gênantes. L'organisation qui a financé ces 3 ans d'enquête privée, ce qui représente beaucoup d'argent, des centaines de milliers de shekels, c'est Regavim. C'était logique parce que s'il y a quelque chose que mon bureau fait et qui dérange la droite radicale, c'est notre action en faveur d'individus, de familles et de communautés palestiniennes. Itamar Ben-Gvir, lui aussi, va utiliser le droit. Il devient avocat en 2012. Il a commencé à défendre les figures du kahanisme, les colons très extrémistes, les jeunes des collines, ces jeunes colons qui habitent dans tous ces avant-postes autour des colonies et qui commettent de nombreuses activités illégales. En 2015, il défend notamment un jeune colon radical qui a assassiné une famille palestinienne dont un bébé en jetant un cocktail Molotov à l'intérieur de leur maison. Ben-Gvir et Smotrich sont tous les deux des juristes. Ils ont compris comment détourner l'esprit de la loi, comment détourner le principe d'égalité de tous devant la loi pour valider des actions odieuses. Ils en font un usage tyrannique. Une tyrannie d'abord contre ceux qui n'ont pas de droits civiques dans les territoires occupés où la loi n'existe pas, mais aussi dans un second temps contre leurs opposants politiques. Au fil des ans, l'extrême droite distille dans l'espace public une parole raciste exacerbée contre les Arabes israéliens. Un discours qui finit par se propager à droite et au centre de l'échiquier politique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Israël, les ministres du chaos est un podcast coproduit par Initial Studio et Yuzu Productions, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Yuzu Productions, écrit par Jérôme Sesquin et Nitzan Perelman et réalisé par Jérôme Sesquin. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.